Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 13. Dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow en recherche de vente modérée. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Le BTC pour commencer, eh bien une heure, il évolue toujours très nettement au-dessus de son pattern d'élargissement descendant en jaune et également au-dessus de ce pattern d'élargissement descendant en orange. Donc ça fait deux patterns de retournement qui donnent plus de proba d'aller casser à la hausse en direction des 34 700 $ qui correspond à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. On voit qu'on a cassé ici. Donc en théorie, tant qu'on ne repasse pas en dessous du précédent plus bas de ce pattern, donc ici aux alentours des 28 000 $, on peut viser d'aller casser le nuage à la hausse en direction de notre objectif. Maintenant, si on casse par le bas, ça veut dire qu'on va réintégrer le pattern en orange, repasser donc en dessous, et qu'on visera donc malheureusement un retour sur les 26 460 $ environ, qui correspond au précédent plus bas ici à cette mèche, et ensuite à voir si on tient ou pas, parce qu'on fera un nouveau plus bas par rapport à celui-ci, et donc ça sera plutôt un mauvais signe. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'ici on a un twist du nuage, donc on pourrait très bien encore stagner un peu et repasser à travers dans les prochains jours, voilà, pourquoi pas à partir du 22 mai aux alentours de 6 h du matin. Donc c'est ça qu'on va surveiller finalement, c'est si on arrive à tenir ce support et à repasser à travers ce twist du nuage, ce qui serait une bonne nouvelle pour ensuite repartir en direction des 34 000. On n'a toujours aucun signal de reprise sur ce support, ce marché reste dans un range, ok? Si ici, rappelez-vous, on a une pattern de retournement, donc on fait un plus haut en weekly au-dessus des 34 000 $, on aura donc un signe que ce support a tenu, et là possiblement peut-être une reprise haussière. C'est un range, si les gens sont hyper bearish en bas de range, qu'est-ce qui nous empêche de revenir au milieu du range, voire même dans le haut du range? Hypothèse. Ça se trouve, dans les prochaines semaines, on se retrouvera dans le haut du range, on va remonter comme ça. Et là, les gens vont redevenir bullish à fond ici, et hop, on retournera dans le bas du range, et peut-être que cette fois-ci, on ira casser plus bas. Ou on reviendra dans le bas du range, ils redeviendront bearish. Avant la nuit, on sera quelque part par là, on pourra remonter, et hop. Et au final, le Bitcoin serait resté pendant 3 ans dans un range de conso avant de faire un méga mouvement haussier. Pourquoi pas? Ok. Donc moi, j'attends vraiment la réaction du prix sur ce support pour me dire, est-ce que le bas du range tient ou est-ce qu'il cède? S'il cède, ça veut pas dire bear market de plusieurs années. Je vois beaucoup dire ça. Pour moi, c'est complètement une aberration. C'est une connerie. Ça sera justement le but, ce sera d'aller chercher un bottom plus bas pour réintégrer. Parce que, grosso modo, c'est les mêmes gars qui disaient à l'époque, hein, bon, je pense que pour 90% qui suivent cette chaîne YouTube, vous ne tradiez pas le Bitcoin à l'époque. Mais les mêmes mecs qui disaient que une fois qu'on cassera 6000, ça sera bear market de, je sais pas moi, de très très longtemps. Sauf que non, en fait, le prix l'a consolidé 3 mois, on est remonté littéralement, et la résistance, enfin le support qui est devenu résistance à l'époque, hein, pour ceux qui s'en souviennent, tout le monde disait oui, on cassera jamais cette résistance, on va avoir du mal à repasser la résistance. Rien du tout, on y est venu, on a pété ça comme dans du beurre, tout le monde était choqué à l'époque, et pour autant, c'était pas bear market pendant très très longtemps. Et les mecs disaient ça, hein, si on passe sous 6000, c'est bear market très longtemps, alors que là, c'est la même chose. Si on passe là-dessous, à tout moment où il y a une structure là de retournement, ce marché reprend une dynamique haussière, on peut remonter sans souci. Ok? Alors, voilà des données on-chain qui nous montrent les profits et pertes nettes à réaliser pour le Bitcoin. Pour faire simple, ce truc nous montre si les transactions qui occurrent sur le réseau du Bitcoin ont en fait été vendues à perte ou à profit. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire pour calculer tout ça, vous me direz? Eh ben, en gros, vous calculez le prix auquel se trouvait le Bitcoin lorsqu'il a été transféré dans un wallet. Du coup, disons que si vous avez transféré du Bitcoin lorsqu'il était à 60 000 dans un wallet, on peut donc à peu près supposer que vous avez acheté aux alentours de 60 000. Et maintenant, lorsque vous effectuez une nouvelle transaction vers une plateforme d'échange ou que sais-je, donc à 30 000 $, eh bien ça veut simplement dire que vous vendez à perte parce qu'une fois encore vous avez acheté à 60 000, puis vous transférez et probablement le vendez à 30 000 $. Et donc, ces données nous montrent en fait la moyenne de toutes ces transactions à perte sur le marché. Et vous pouvez voir que durant cette période, on a pu voir 14,2 milliards de dollars en Bitcoin qui ont été enregistrés à perte juste ici. Dans cette période, ce chiffre nous donne donc 331 millions de dollars américains en perte tous les jours qui passent. Maintenant, ce truc est vraiment quelque chose d'assez inhabituel, vous allez voir. Vous voyez juste ici par exemple qu'on n'a eu que 242 millions de dollars en perte, ici on avait 250 millions, tout ça pour vous dire que les gens commencent à vraiment devenir créatifs, ou en fait ils étaient déjà plutôt créatifs depuis un bon moment maintenant, et ce qu'il faut savoir c'est qu'on a tendance à voir ce genre de choses quand on s'approche du fond d'une baisse. Et d'ailleurs je peux aussi vous montrer ce graphique, ici vous pouvez voir une moyenne mobile qui représente à peu près la même chose, et ce qu'on peut voir de ce côté alors c'est que le Bitcoin est définitivement en train d'être majoritairement vendu à perte pendant cette période. Les gens vendent donc à perte, et regardez ça, lorsqu'on a déjà pu voir
une période assez longue durant laquelle le Bitcoin était autant vendu à perte. Par exemple, ici, c'était le précédent bottom à 30 000 avant qu'on ne remonte jusqu'aux 69 000 $. Vous avez la même chose encore durant le crash du Covid et on sait tous que le prix du Bitcoin a redécollé après ça. Vous pouvez aussi voir que durant cette période, eh bien, on s'est trouvé dans une zone, dans ce truc pendant un certain moment et ensuite on a fini par trouver notre fond et à partir de là, on a pu redécoller. Donc, ceci ne veut pas forcément dire qu'on se trouve sur le fond en ce moment, ça veut juste dire qu'il est probable qu'on en soit assez proche. On passe en hebdomadaire où l'Ethereum a validé une rupture baissière. Je continue donc l'analyse par marquer les zones de prix qui m'intéressent pour entrer à l'achat ou à la vente. La première chose que je vois est qu'à la suite de la confirmation d'une accumulation, manipulation, distribution, le prix a atteint le premier objectif vendeur qui est le bas du range. Pour être précis, on voit que le marché a formé un range, puis une manipulation qui a pris la forme d'une prise de liquidité dans le gap, et enfin une période de distribution. Je note par ailleurs la zone de vente créée à la suite de la période de distribution à 3200 $, ainsi que le gap qui est en trou de cotation à manette comblée à 2500 $. Les gaps apparaissent après de fortes impulsions haussières ou baissières. Et pour contextualiser, on remarque qu'après la déviation du haut du range, le marché a cassé la structure est entré dans une phase corrective avec une chute de plus de 60%. Je note par ailleurs la deuxième zone de vente que le marché a créée à 3700 $ et que les baissiers doivent défendre pour pousser le prix plus bas. Pour finir, côté acheteur, je note que le prix travaille actuellement et trouve support sur une zone de rechargement, donc la bougie rouge qui a mené à l'ATH. Je note aussi le gap à 1000 $ en confluence avec le trou de liquidité mensuel. Pour récapituler, l'objectif des baissiers est de maintenir leur pression vendeuse afin de purger la prochaine poche de liquidité à 1700 $. Côté haussier, l'objectif est de valider un retournement en rejetant le prix de la zone d'achat. Comme on en a déjà parlé, il y a la BCE qui va intervenir le début juin et fin juillet. Et on aura probablement une hausse des taux, donc 1 euro qui va normalement reprendre en force. Donc le marché est probablement en train déjà pricer ça. Donc là, on est peut-être en train de dessiner un top. Peut-être. Si on a pattern de retournement baissière en weekly, et ici en daily, on commence à s'installer en dessous des EMA. Donc les EMA, le bien institutionnel, va commencer à devenir bearish. Il n'était plus bearish depuis assez longtemps. La dernière fois qu'il était bearish, c'était quelque part par là en décembre. Donc là, ça fait 3 mois où le truc, même plus, où on est sur quelque chose de plutôt haussier. Et que derrière, en plus de ça, on a des divergences baissières. Donc là, la divergence est confirmée. Donc on est en train de passer sur un momentum baissier, ce qui témoigne vraiment d'une perte de force acheteuse, malgré de nouveaux sommets. À ce moment-là, il faudra surveiller, c'est si on commence à instaurer une dynamique baissière. À ce moment-là, on se dira, ok, le dollar index repasse dans une dynamique baissière et on aura un retracement du dollar index qui était plutôt assez parabolique. Donc un dollar index qui pourrait retracer. Je vous dis pas le dollar index va s'effondrer, enfin le dollar va perdre énormément de sa force. Déjà juste ici, si on parle d'un retour premier arrêt du mouvement entier, on est sur quelque chose qui nous ramènerait vers les 100 points. En gros, voilà, le gros chiffre rond des 100 points, donc pour le dollar index, voire 99 points, et on verra jusqu'où ce truc peut retracer tout simplement. Ok. Pour l'instant, je vous dis pas le dollar index, il va retourner dans le bas de son range ou à 90 points. Non. Mais en tout cas de la consolidation dans un premier temps. Ensuite, on verra si c'est mature pour reprendre une dynamique baissière ou pas. On attendra du coup la BCE si elle va augmenter les taux en Europe ou non. Si c'est le cas, l'euro va reprendre de la force normalement contre le dollar parce que je rappelle qu'en zone euro, on est toujours sur des taux négatifs là où les États-Unis ils ont déjà remonté leurs taux. Ils sont dans cette politique de remonter leurs taux, donc d'essayer de réduire l'inflation, chose qu'en Europe on ne faisait pas. Et donc, la vraie raison aujourd'hui qui fait grimper les marchés, c'est ça, c'est l'inflation. L'inflation en Europe, aux États-Unis, l'inflation dans le monde entier, ça fait peur. Et donc, en Grande-Bretagne, l'inflation est à un plus haut niveau sur 40 ans. Et ça s'explique par la nourriture, l'énergie. D'accord ? C'est 9% d'inflation. C'est le plus haut niveau depuis qu'ils ont commencé à calculer l'inflation en 89, c'est-à-dire que ça remonte à quand même, et ça a dépassé les 8,4% qu'ils avaient eu en 92 et les 7% de mars de cette année. Donc c'est le plus haut niveau en 40 ans. Et c'est tellement grave qu'aujourd'hui on parle d'un quart des Britanniques qui disent on va sauter un repas juste parce que la nourriture coûte trop cher. C'est la Grande-Bretagne, les amis. C'est pour vous dire que la crise, elle est profonde. Et c'est une crise alimentaire sans précédent. Et Andrew Bailey, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, il dit les perspectives apocalyptiques pour les consommateurs. Donc, ça ne baisse pas pour rien, bien sûr. Mais clairement, il y a également le côté psychologique. Mais la bourse, aujourd'hui, baisse parce que justement, et les fondamentaux, et la dimension psychologique
Et bien évidemment, voilà, l'euphorie qu'on avait eue l'année dernière, aujourd'hui, elle n'existe plus. Et quand je vous parlais de bulles, quand je vous parlais d'inflation l'année dernière, j'en ai fait des vidéos. Hein. Aujourd'hui, tout le monde te parle d'inflation, super. J'en ai parlé l'année dernière et je vous parlais de ça et je peux vous dire qu'à l'époque, on se foutait de ma gueule. Et la seule solution, encore une fois, Banque d'Angleterre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter les taux d'intérêt. Le problème, encore une fois, d'augmenter les taux d'intérêt, c'est quoi? C'est que ça ralentit la croissance, ça aggrave la crise. Et d'ailleurs, en parlant d'acteurs qui deviennent frileux sur les cryptos, on a aujourd'hui la plus grande banque d'Australie qui a stoppé un programme pilote de service de trading crypto. Et ce programme, qui avait été annoncé en novembre 2021, aurait permis de donner accès aux cryptos à leurs 6,5 millions de clients, et le déploiement de ce service était prévu durant cette année 2022. Mais je précise que les dirigeants ont déclaré que le programme était juste en pause pour le moment, et qu'ils vont tout d'abord travailler sur des plans réglementaires avant de relancer le programme. Bref, il est très intéressant d'observer qu'on a aujourd'hui 2 acteurs qui étaient jusque-là plutôt ouverts au sujet des cryptos, qui viennent de se rétracter tout juste une semaine après le crash du réseau Terra. Et donc on voit que ce crash a probablement refroidi pas mal d'acteurs qui sont désormais en demande de plus de régulation et donc d'assurance que tout se passera bien avant de continuer leur développement dans ce secteur. Et donc finalement on voit très clairement les conséquences de la chute des marchés ainsi que de Terra qui vont très probablement faire ralentir, voire reculer l'adoption des cryptos, mais ne dit-on pas qu'il faut savoir reculer pour mieux sauter ? D'ailleurs, on m'a souvent demandé quel était mon plan pour sortir de Bitcoin et prendre des profits. Il y a 2 ans, j'aurais répondu à un prix d'environ 1 million d'euros par Bitcoin. Mais en fait, à cette époque, je n'avais pas encore compris que c'est justement Bitcoin qui est le plan de sortie et qu'à moins que je ne me trompe complètement, il n'y aura pas besoin de sortir de Bitcoin puisque la conséquence naturelle de l'invention de Bitcoin, c'est l'hyper-bitcoinisation. Ceux qui accepteront de passer du temps à vraiment étudier Bitcoin arriveront, je pense, à la même conclusion qui est que l'invention de Bitcoin est l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité. C'est la découverte d'une monnaie de référence pour l'espèce humaine à l'ère digitale. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vous aussi que Bitcoin va connaître d'ici à 2030 une adoption extraordinaire et va changer notre société de façon qu'on ne peut même pas encore comprendre? Est-ce que vous aussi vous pensez que Bitcoin sera la monnaie de référence pour toute l'humanité? Dites-le moi dans les commentaires. Microsoft appelle le monde de la crypto à la vigilance suite à la découverte d'un nouveau malware. Baptisé Cryware, le logiciel attaque directement les portefeuilles chauds grâce à une collecte d'informations sensibles. Pensez donc à bien vous déconnecter de votre wallet après chaque utilisation afin d'éviter les mauvaises surprises. Parlons maintenant de Solana. De Solana et de la place de marché numéro 1 de NFT sur Solana qui s'appelle Magic Eden. Magic Eden en fait vient de dépasser OpenSea, la plateforme numéro 1 de trading de NFT sur Ethereum, même s'ils sont aussi sur Solana, mais ça vient de dépasser OpenSea au niveau du nombre de transactions par jour. Il y a environ 275 000 transactions par jour. Après, les transactions, ça veut pas forcément dire des achats, ça veut juste dire que des personnes mettent en vente des NFT ou négocient ou font des propositions pour acheter des NFT, alors que sur OpenSea, on a à peine 50 000. Donc, globalement, l'échelle, effectivement, elle est beaucoup plus à l'avantage de OpenSea avec beaucoup plus de transactions. Mais quand on regarde le nombre d'utilisateurs journaliers sur ces 2 plateformes, on a en fait 41 000 sur OpenSea et à peine 24 000 sur Magic Eden. Mais on voit que Magic Eden se rapproche vraiment d'OpenSea. Pourquoi? Principalement les frais de transaction sont très très peu chers sur OpenSea, avec vu que c'est sur Solana, c'est vraiment quelques centimes pour acheter des NFT, alors que sur Ethereum, ça coûte plusieurs dizaines de dollars pour acheter un NFT. Donc c'est pas donné, on peut pas réaliser autant de transactions. Mais en tout cas, on voit que Solana se développe, Magic Eden se développe, et il y a un marché en tout cas pour les NFT sur Solana, et on peut plus ne pas en parler en fait, parce que ça représente une part quand même importante. Et en parlant de projets qui avancent dans leur développement, on a eu hier le projet Lens lancé par AAV qui s'est officiellement lancé sur Polygon. Et pour rappel, le projet de Lens est la création d'une plateforme qui facilite le lancement d'applications en lien avec les réseaux sociaux. Et pour faciliter le lancement d'applications, le protocole est bien sûr open source et permet à n'importe quel développeur de venir y construire un réseau social avec les outils proposés. Et donc concrètement, le but de Lens est de permettre une décentralisation des réseaux sociaux et également de redonner la propriété des données aux utilisateurs. Bref, le projet est plein de promesses et très novateur, et il y a déjà une 50aine de projets qui sont bâtis sur leur protocole, mais attendons de voir si l'adoption du public suivra et validera définitivement l'appétit du public pour le Web3. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici
le Zap Crypto de la veille.